Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 30 juin 2025. Il est 17 heures pour moi, il est 16 heures pour Jean-Michel qui est à Khon Kaen en Thaïlande. Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va bien, très bien. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait d'interview sur YouTube. J'étais très occupé ces dernières semaines. Donc, ça fait très plaisir de reprendre. Et on va commencer par un sujet d'actualité qui est le 14 juillet. Mais avant ça, est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi? Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Où tu es? La vie, tout le reste. Que faut-il savoir sur toi? Bon, ça va être long si je dis tout parce que je ne suis pas tout jeune. Je suis en Thaïlande depuis 15 ans. Je suis marié à une femme thaïlandaise, j'ai deux enfants, franco-thaï. Je suis originaire du centre de la France puisque je suis né en pleine Beauce, mais j'ai fait toute ma carrière en Normandie. Et j'ai travaillé toute ma vie en Normandie. Je suis licencié en droit et j'étais directeur général. Je travaillais pour une collectivité territoriale depuis très très longtemps, puisqu'à 25 ans, j'étais directeur général adjoint. D'accord. Et donc, Le j'ai public? fait Toujours dans le public. toujours dans le public, mais j'ai fait d'autres choses à côté. Bon, j'ai fait des tas de choses différentes dans le public, mais à ma façon, je dirais. J'ai été le créateur de la plus grosse plateforme, de la première grande plateforme de traitement de déchets verts. J'ai été le créateur du premier Quantou Alzheimer en matière de traitement de santé. Et j'ai été vice-président, premier vice-président d'une très grosse mutuelle en France. J'ai été administrateur de la Fédération nationale de la mutualité française, administrateur de la Banque fédérale mutualiste, qui était tout ça, ça allait avec ma fonction territoriale. En fait, j'étais un militant territorial, toujours à essayer de défendre les intérêts des gens. Voilà, dans tous les domaines. Puis j'ai eu aussi des expériences dans le privé parce que après mon divorce, j'ai racheté un manoir du XVIIe siècle où j'ai créé une affaire de chambre et table d'hôte très haut de gamme, avec des jardins à la française, ouverts au public, etc. Ça a été une autre aventure qui a duré 7, 8 ans. J'ai eu aussi des commerces, j'ai eu, euh, des tas d'activités parce que la vie, elle est faite de plein de choses. Voilà. D'accord, très bien. Donc, Et j'ai été, depuis que je suis en Thaïlande, j'ai d'abord été consul honoraire de Khon Kaen pendant 3 ans. Ça a mis longtemps parce que la nomination est quelque chose de long et que c'était à l'époque du décès du roi de Thaïlande. Donc ça a rallongé. Et puis, bah, à 70 ans, on n'a plus le droit de l'être. On a le droit d'être sénateur, mais on n'a plus le droit d'être consul honoraire. d'accord. C'est-à-dire que tu n'as Alors, plus le droit d'aider les gens. alors, qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller vivre en Thaïlande? Le golf. Je suis venu jouer au golf, en fait. Et à cette époque-là, j'étais séparé. Enfin, j'avais plus de compagne. On avait décidé de se séparer. Et en Thaïlande, il y a des jolies filles. Puis voilà. Et j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. D'accord, très C'est classique, la vraiment, belle vie. c'est vraiment très, très simple comme histoire et banal. D'accord. Et ensuite, consul honoraire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été remarqué par les autorités diplomatiques. Ils ont vu que tu avais l'expérience, le profil, ils t'ont proposé ça. Comment ça s'est passé? Alors, consul honoraire, je n'ai pas candidaté. C'est l'ambassadeur de l'époque qui a réuni les Français à Konken un jour et qui apparemment connaissait mon itinéraire, parce que moi, j'en ai pas parlé, et qui est venu me voir et il m'a dit, voilà, Monsieur Perroy, j'ai quelque chose à vous dire. Nous cherchons un consul honoraire pour Konken. Nous aimerions que vous acceptiez. J'ai pris 8 jours de réflexion et j'y ai accepté. Et j'avais remis la main dedans et puis je me suis fait manger le bras et puis ensuite tout entier puisque c'est là que j'ai découvert les problèmes rencontrés par les gens en expatriation et il y a beaucoup de personnes assez âgées expatriées ici parce que l'ISAN, c'est
le tiers nord-est de la Thaïlande, il n'y a pas des gens en activité, c'est pas Bangkok, c'est pas des expats qui bossent pour des entreprises, c'est des gens qui viennent passer leur retraite en Thaïlande, qui ont rencontré une femme thaïlandaise, ou par moments qui viennent pour des raisons, je dirais, presque de vie moins chère, simplement, parce qu'ils ont des petites retraites et qu'ici, avec une petite retraite, on peut vivre, alors qu'en France, on ne peut pas vivre. Ou alors on peut vivre, mais de manière beaucoup moins décente. Oui, puis bon, il y a plus les mêmes contraintes, et puis bon, il y a toutes sortes d'expatriés, j'en connais de toutes sortes. Et donc, j'ai dit, ben, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Ils avaient besoin de tas de choses. Il y a tout le problème de la fracture numérique qui est énorme pour les gens qui ont 70 ans, plus de 70 ans, etc., qui ne sont pas habitués à ces schémas-là. Or, aujourd'hui, si tu n'as pas un ordinateur chez toi, si tu n'as pas tout ça, ben, tu ne fais pas ton certificat de vie, tu fais pas. Et tu deviens en rupture. Ok. Tu ne fais pas tes remboursements de CFE, tu fais pas. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour aider. C'est comme ça qu'est née l'idée de l'AFI, qui s'appelait à l'origine La France en Nissan, et qui s'est spécialisée, qui est une association d'aide et de solidarité. Alors ça a C'est été tout. créé pendant que tu étais consul honoraire ou avant ou Oui, après? je l'ai créé pendant que j'étais consul honoraire. Ça a été créé en 2019. Alors quels sont les objectifs de l'association? Venir en aide aux compatriotes. C'est quoi la différence entre l'AFI et l'UFE, Français du Monde, tout le reste? Alors, l'UFE Français du Monde, ce sont des organisations derrière lesquelles il y a de la politique. Faut dire les choses comme elles sont. Français du Monde est plutôt à gauche, l'UFE est plutôt à droite. Nous, on n'est pas rentré dans un schéma politique. On est rentré dans les besoins des gens, en constatant que ici, personne ne faisait ce que l'on fait. Quand on fait les dossiers, par exemple, de demande de réversion, parce qu'une femme taille, si elle n'a pas quelqu'un qui lui fait un dossier de demande de réversion, ben, elle n'aura jamais la pension de réversion. Déjà, pour nous, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on est les seuls en Thaïlande à le faire. Donc, quand on fait les déclarations d'impôts, parce que les gens ne savent même pas faire une déclaration d'impôt, parce que ça se fait sur Internet, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, parce qu'ils n'ont pas de tablette, ils n'ont rien du tout, bah, essayez de le faire sur un téléphone. Vous êtes à la CFE, essayez de faire avec les évolutions qu'il y a eu, puisque la CFE, au début, on envoyait tout en France. Aujourd'hui, si tu t'y connais pas un minimum au niveau informatique, si tu parles pas l'anglais pour comprendre les factures d'hôpital, etc., ben, tu risques pas d'être remboursé. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est lundi, c'est le jour de permanence. Bon, là, c'est la fin de la permanence, mais il y a eu du monde depuis ce matin pour des tas de questions différentes, pour les inscriptions au registre des Français de l'étranger, pour l'inscription à la CFE, pour une dame qui est venue à l'instant dans les aberrations qui existent. La CNAV, maintenant, verse des retraites au travers d'un système qui s'appelle RIA, qui est un transfert de monnaie. Le RIA, il y a théoriquement 40 jours pour le toucher. C'est un système de mandat international, si tu veux. Eh bien, le courrier, il met déjà 25 jours pour arriver de France. Et là, on n'est pas encore à 30 jours. Elle va à la banque et la banque lui dit, ben non, ça y est, c'est périmé, on ne veut plus. J'appelle le RIA, j'appelle le numéro de téléphone de l'aide du RIA. Et on me dit, on ne peut pas vous répondre, il faut que ce soit la personne à l'origine du mandat qui intervienne. Bien sûr, on me répond d'Afrique. Hein. J'ai demandé au mec d'où il était. Il n'a pas voulu me le dire. Mais il ne savait même pas ce que c'était que la CNAF, par exemple, la Caisse nationale de vieillesse. Or, la CNAF, elle me dit, mais il me faut la personne qui est allée porter l'argent au point de dépôt. J'ai dit, mais la CNAF, elle n'envoie pas un mec avec porter de l'argent à un point de dépôt pour une personne. Voyons, tout se fait informatiquement. Ah ben, on ne peut pas vous répondre. Voilà. Alors, si on n'est pas là pour aider des gens comme ça, ben, le pognon, elle ne le touche pas. Je sais très bien que c'est ce qu'on veut en France. Donc Mais les gens nous, notre abandonnent rôle, leur démarche. voilà. Eh ben, tout est fait, tout.
tout est basé là-dessus. 2 ans pour avoir une pension de réversion. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire en ligne? Parce que les Français de l'étranger, ils n'ont pas le droit de le faire en ligne. Nous, il faut qu'on passe par des papiers. Pourquoi, quand on envoie un papier en France, il est refoulé? Parce qu'il y a des taxes à l'entrée de l'Union européenne qui fait qu'il faut payer 10 euros pour recevoir un courrier et que les administrations ne le payent pas. Et à partir de ce moment-là, ben, tu risques pas d'avoir tes papiers. Tout est fait de la même façon pour empêcher que les droits ne soient réalisés. Et nous, on se bat pour ça, à Alors, longueur de journée. alors Voilà. l'AFI se bat pour ça. Je viens de voir, je suis tombé sur un article de Petit Journal qui date de pas longtemps, là, de fin mai, qui dit qu'il y a 11 antennes de l'AFI réparties sur tout le territoire thaïlandais. 11 antennes, c'est beaucoup ça. Ben oui, parce Et alors vous qu'au êtes où? début, nous n'étions que sur Khon Kaen. On a démarré l'opération sur la région de l'Isan, qui est un tiers de la Thaïlande. Et puis, ben, les gens ont su notre existence et ont besoin de ces aides. Donc, on a maintenant 11 antennes. On est à Koh Samui, on est à Pattaya, on est à Rayong, on est à Chiang Mai, on est dans tout l'Isan, on est à Phetchabun, qui était à l'extérieur de l'Isan. Et on devrait ouvrir cette année à Phuket. Et on a des gens aussi à Bangkok. C'est aussi en réflexion pour ouvrir une antenne sur Bangkok. Et ça En s'appelle fait, toujours AFI. Pardon. et c'est l'AFI, c'est-à-dire qu'on a gardé Association La France en Nissan, mais qu'on a refait notre logo et qu'on a gardé juste un acronyme. Et l'AFI, ça veut dire la même chose, mais pour les gens, c'est l'AFI. Et maintenant, ça y est, c'est passé dans le langage. Tu vois, quand on fait notre nom, on écrit AFI. Mais du C'est coup, l'AFI. quelqu'un qui ne connaît pas l'AFI vous demande qu'est-ce que ça veut dire AFI, vous répondez quoi? Association La France en Nissan à l'origine, mais en fait, c'est une association qui couvre toute la Tous les Français Thaïlande. en Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas prendre la France en Thaïlande, parce que c'était réservé à l'ambassade. D'accord, logique. Voilà. Donc, euh, donc, on a pris la France en Nissan au début, mais je ne pensais pas qu'on arriverait à ce stade-là, puisqu'on a créé ça il y a maintenant 7 ans, 6 ans, en 2019. On est agréé Excellent. depuis 2019. Et on était 4 et on est aujourd'hui 875 et on passera les 1000 dans 3 mois. Dans toute la Thaïlande. Oui. Bravo. Ok. Alors, justement, vous organisez le 14 juillet, la fête nationale à Khon Kaen. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est organisé? Qu'est-ce qui est prévu? Qui sera là? Alors, depuis le début, depuis 2019, on organise le 14 juillet. J'ai commencé à l'organiser quand j'étais consul honoraire, mais je n'avais pas de support. Là aussi, il me fallait un support parce que on n'organise pas des fêtes avec 100, 150, 200. Maintenant, on est 200 personnes à chaque fois. Donc, on fait ça, on a changé la formule cette année. On fait une garden party avec concert de musique Molam, puisque en Thaïlande, la musique Molam, c'est la musique moderne de l'Isan. Donc, il y a un concert avec danseurs, danseuses, etc. Il y aura bien sûr toutes les personnalités thaï, comme à chaque fois que nous organisons quelque chose, que ce soit l'Assemblée générale de l'association, etc. Il y a le gouverneur de la province, il y a l'immigration, il y a toutes les autorités locales, et puis il y a les adhérents. Voilà. D'accord. Et je crois que vous travaillez aussi avec la fax. Alors, on Vous êtes travaille amis, avec vous avez la une fac. relation, un partenariat. On a des relations communes, puisque Dominique Nicolis qui est le délégué général de la fax. On s'entend très très bien et on se partage les informations. Beaucoup d'adhérents de la fax nous ont rejoints, parce que la fax a la vocation sur les commémorations militaires, etc. Et ils ont trouvé intérêt à ce que leurs membres nous rejoignent pour les problèmes justement de succession, de veuvage, de décès, de pension de réversion, etc., puisqu'on est tout seul à faire tout ça. J'ai oublié de te dire aussi, on traite aussi toutes les successions, soit nationales en Thaïlande, soit internationales, puisqu'on travaille avec un avocat thaï d'un côté et un notaire français spécialisé en succession internationale à Paris. D'accord, très intéressant. Quelles sont les relations de la fille avec les élus?
vous travaillez avec les élus, vous êtes en contact avec eux, vous échangez, vous communiquez ou pas On du est tout? en contact avec les élus, je dirais peu, peu. Bon, je suis en contact avec Christian Chevrier, bien sûr, puisque Christian, il dirige le conseil consulaire et je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis que j'étais consul honoraire, donc ça fait un moment. Et donc, on travaille ensemble. Il est informé de ce que l'on fait. Mais nous, on ne siège pas au conseil consulaire, sauf lorsque le conseil consulaire siège en tant que action sociale. Auquel cas, étant OLES, nous sommes invités de droit. D'accord? Mais sinon, on ne participe pas au conseil consulaire. Alors, on travaille aussi avec le staff, ou du moins on essaye de le faire, sauf cette année où on a refusé notre subvention qu'on avait pourtant eue, parce qu'on est des gens très indépendants et que si on fait des projets et si on demande le financement de projets, c'est pas pour qu'ils soient coupés lorsqu'il y a le conseil consulaire par des conseillers auxquels ça ne plaît pas. Donc, si ça ne leur plaît pas, ben, ils font eux-mêmes. Mais nous, on ne vit pas de ça. On essaye de faire des choses. Mais si on nous donne des subventions en remaniant nos projets, ben non. On nous refuse un camp sportif pour les enfants, par exemple. Je trouve ça complètement débile. Ça fait des années qu'on essaye d'organiser des choses pour les enfants, qu'on le fait. Eh bien, avec le staff, tu n'as pas le droit de faire 2 années de suite le même genre d'action. Alors que nous, on essaye, au travers de ces camps pour enfants, de sensibiliser des enfants binationaux à la langue française, c'est-à-dire qu'on jumelle des enfants qui sont dans des écoles tailles, des enfants français, mais qui sont dans des écoles tailles, on n'a pas d'école française en Nissan, avec des enfants tailles qui apprennent le français dans un lycée, par exemple, pour, leur, pour essayer de faire en sorte de les amener à la langue. Ben, le projet, il est très intéressant, mais non, il n'est pas retenu. Oui, Parce parce que que vous avez déjà fait quelque chose qui y ressemble il y a 2 ans, puis il y a 3 ans. Sauf que les projets, ça se fait dans la durée. Ça se fait pas. On ne fait jamais du one shot, mais ça, c'est le principe de ces subventions staff. Au moins, lorsqu'il y avait les réserves parlementaires avant, les réserves parlementaires, elles étaient données, elles étaient distribuées par le député, je dirais, qui avait la connaissance du terrain local. oui, c'est exactement ça. Ils connaissaient les besoins locaux, Voilà. alors que Et maintenant, il y a des règles très aujourd'hui, strictes. aujourd'hui, c'est la technocratie du ministère des Affaires étrangères qui décide, avec soi-disant l'avis du conseil consulaire, sauf que si on n'est pas copain avec un certain nombre dans le conseil consulaire, ben on se brosse. Ouais. Bon, après, il y a aussi le fait que normalement, il ne faut pas que ce soit des frais de fonctionnement généraux qui soient récurrents chaque année, etc., etc. Mais bon, On est je vois ce que tu d'accord. veux dire. Oui, il y a On trop est de d'accord, règles, mais il n'y a il y pas a de frais de moins fonctionnement. il y a moins de terrain, il y a moins de Dans vraies le staff, il n'y répondre a aux pas de réalités frais des de maisons. fonctionnement. Par Ouais. contre, dans l'OLES, là aussi, moi, bon, j'écris là-dessus et je continuerai à écrire. Je considère que au niveau de notre association, on fait un vrai travail social et que nous n'avons aucun moyen, nous ne recevons aucun moyen de la part de l'État. L'État, par exemple, va donner de l'argent au fonds OLES uniquement pour distribuer de l'argent et payer des factures nécessaires à l'ambassade pour rapatrier des mecs qui sont en overstay, pour rapatrier des gens qui parfois sont en prison, etc. Mais rien de ce qu'est le champ social global. Quand on aide les gens, comme on le fait euh, lors de leur hospitalisation, puisqu'on les accompagne dans les hôpitaux, on a un traducteur avec nous, on a une traductrice avec nous, on a un médecin, on pousse les gens à faire des bilans de santé, on négocie avec les hôpitaux des tarifs, etc. Mais non, tout ça, ça n'existe pas. Ok, Ça très bien. n'existe pas. N'existe que des fonds pour verser à quelqu'un. Voilà. Pour moi, le service social, c'est autre chose. Alors, j'ai l'impression que tu as beaucoup de projets, tu as de bonnes connaissances du terrain, tu as un avis sur tout. Est-ce que tu as des projets, d'après ce que j'ai entendu dire, de t'engager pour les prochaines élections? Parce que quelqu'un de ton envergure, logiquement, tu as une connaissance du système, des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Donc, est-ce que tu vas t'engager davantage pour faire bouger les choses? C'est annoncé.
C'est annoncé, Marc. On a déjà expliqué à tous nos adhérents, et tout le monde en est d'accord, nous aurons une liste aux prochaines élections consulaires sous le nom de l'AFI. Ça ne sera ni Français du Monde ni l'UEFE, ça sera l'AFI. L'AFI parce euh, on n'a pas de limite politique, je dirais. On fait pour la communauté. Et ça n'a pas à avoir de couleur. Alors, il y a toujours des gens qui vont critiquer en disant, oui, mais tu dis que l'UFE et Français du Monde, c'est politique, mais l'AFI, vous faites une liste aussi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Donc, si je comprends bien, tu veux dire qu'il y en a une qui est de gauche, l'autre qui est de droite, et l'AFI, c'est pour tout le monde. C'est ni de gauche ni Non, de c'est droite. C'est ça? indépendant. C'est C'est indépendant de tout. indépendant. C'est indépendant de tout. On a dans l'AFI des gens qui votent très différemment. Je dirais de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais vraiment, il y a tout l'éventail, Ce qu'on n'a pas à l'UFE et Français du Monde, par hasard, par exemple. par exemple. C'est Il y en clair. a qui vont dire que l'UFE, c'est apolitique, mais bon, Ça le laisse en lettres. Mais on peut dire la même chose de Français du Monde. oui. Non, non, on est une association. Non, tout le monde le sait que c'est pas ça. Voyons. On voit bien ensuite que, par exemple, au conseil d'administration de la CFE, il est élu sur la base de couleurs. Il est élu sur la base des couleurs de l'UFE d'un côté et de Français du Monde de l'autre. Et donc, on est sur une représentation éminemment politique et non pas liée à la compétence. On se bat, par exemple, pour une autre gouvernance à la CFE où les adhérents eux-mêmes soient représentés dans le conseil d'administration. Puisque c'est une caisse de sécurité sociale, soi-disant, eh bien, ça devrait être élu, on devrait avoir une gouvernance comme les caisses de sécurité sociale, avec les gens qui financent. Qui finance? D'un côté les salariés, de l'autre côté les patrons. C'est-à-dire que comme dans les caisses de sécurité sociale, ben, il y a le MEDEF et puis il y a les représentants des mecs qui bossent. Voilà. Eh bien, on devrait avoir la même chose. Dans la CFE, il y a des entreprises qui font des contrats de groupe, donc il est normal que les employeurs soient représentés, puis il est normal que les adhérents soient représentés. Mais pourquoi cette représentation au troisième degré? On n'a jamais vu ça, il n'y a que là-dessus qu'on voit ça. C'est une spécialité française. Oui, non, mais on se croirait en régime censitaire, je veux dire. Hein. Alors, quels sont les engagements de l'AFI en quelques mots? Pourquoi l'AFI et pas Français du Monde ou les autres listes, dont des listes Parce politiques, qu'on parce ne qu'il y se aura une histoire de retrouve liste pas RN, par exemple. ben, on ne se retrouve pas dans les choses défendues. Bon, peut-être que nous, on est tellement sur le terrain qu'on est plus près du terrain que des sphères parisiennes, et que ce qui nous importe, c'est de défendre les choses localement. Quand on parle, par exemple, on a pris une position sur les bourses scolaires. Personne n'a la position que nous avons. Nous disons, les bourses scolaires pour les Français à l'étranger, il faut arrêter que ça ne serve qu'à alimenter les écoles françaises. Parce qu'il y a des gens dans le pays. On n'a plus les mêmes expatriés qu'avant. Avant, il y avait des expatriés qui venaient travailler pendant un moment, qui amenaient leurs enfants et qui les mettaient donc au lycée français. Et puis, quand ils repartaient, ils allaient poursuivre leur cursus scolaire en France. Donc, on peut le comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, on a plein d'enfants ici qui sont ce qu'on appelle des binationaux. Ils sont thaïs d'abord, parce qu'ils sont nés en Thaïlande et ils sont thaïlandais, ils vont à l'école thaïlandaise. Et puis, de façon subséquente, ils vont éventuellement apprendre le français, s'il y a une école française. Mais quand on raisonne un peu à leur intérêt et à leur avenir à ces enfants-là, quand on vit ici, quel est l'avenir d'un enfant? Il faut qu'il connaisse sa langue, le thaï. En deuxième, il faut qu'il connaisse l'anglais. Pourquoi? Parce que toutes les universités internationales ici sont en anglais. Il n'y en a pas une seule en français. Moi, j'ai une fille qui est en journalisme international. Tous les cours sont en anglais. Et il y a un examen d'entrée sur la langue anglaise, puisque c'est les programmes de Cambridge qui sont appliqués. J'ai un fils, il est à l'école thaï. Depuis l'âge de 2 ans, il parle l'anglais. Et puis j'ai intérêt pour son avenir à ce qu'il parle anglais le mieux possible.
Et puis éventuellement en troisième, à ce qu'il apprenne le chinois. Parce que notre position géographique fait que son avenir se construira ici. Et l'avenir ici, ben, sans parler le chinois, c'est quand même un peu dur. D'accord, je suis 100% d'accord sur ces sur ces constats. Maintenant, pourquoi est-ce que la France financerait via des bourses ses élèves? Je suppose que tu veux dire que ils sont de nationalité française, donc ça fait rayonner la France dans le monde aussi, le fait qu'ils parlent Mais bien parce anglais, que, thaï, c'est ça que tu veux dire? oui, Parce parce que je vois que, déjà la critique, les gens vont me dire, oui, mais s'ils vont pas à l'école française et nous, on veut financer la francophonie, pourquoi on va payer pour eux? Il y a des gens qui vont non, dire non, ça tout de non, suite, c'est sûr. pour financer la francophonie, il y a le budget de la francophonie et le ministère de la francophonie. C'est autre chose. Les bourses scolaires, elles ont été créées pour quoi à l'origine? Pour venir en aide aux familles défavorisées pour que les enfants français aient des cursus scolaires normaux. C'est ce qu'on a appelé l'égalité des chances. Ici, il y a des enfants français, j'en connais, des gens dont les parents ont 2 000 € par mois pour vivre. Les écoles thaïlandaises, même, et les bonnes écoles, sont chères. L'éducation n'est pas gratuite. Il faut donc que de la même façon, ce sont des Français comme les autres. Ils doivent donc avoir le même type d'aide qu'en France. Et en France, les aides, elles sont données aux familles. Elles ne sont pas données parce qu'on apprend le français. D'accord. Elles sont données aux familles. Donc, reportons le même système et voyons les choses un peu plus loin. Ces enfants sont français. On a donc un vecteur qui est leur nationalité pour l'avenir. Parce qu'un jour ou l'autre, ils apprendront le français. D'ailleurs, quand ils entendent le français, mon fils, quand il m'entend parler, quand je parle avec lui, je parle en français. Il ne le parle pas, mais quasiment, il le comprend. Et demain, ça sera un vecteur pour la France, quelque part, ces enfants-là, et toute cette génération de binationaux. Eh bien, en ne les aidant pas, on se les coupe. Parce que les autres, ceux qui touchent les bourses en ce moment, c'est uniquement la partie élite à Bangkok, mais qui continueront en France, pas en Asie. Ils rentreront tous en France et ils feront même leurs études supérieures en France et ils continueront en France. Donc, ça n'apportera rien au développement. Donc, si je vais formuler les choses différemment, ça permet de garder un lien, renforcer le lien avec la France. Donc, la France Absolument. en Thaïlande, donc ceux qui ont la nationalité française, ils ne sont pas forcément dans le système français, mais ils font rayonner la France en Thaïlande, ils restent en Thaïlande et on a besoin de les soutenir. Bien sûr, D'accord, bien ça. sûr. Alors maintenant, beaucoup de gens vont se demander, c'est très bien, vous êtes sur le terrain, vous aidez tout le monde, peu importe les opinions politiques, mais bon, toi, à titre personnel, Jean-Michel, si quelqu'un veut te décrire, est-ce que tu es plutôt de gauche, de droite, qu'est-ce que tu es? Je crois qu'aujourd'hui, je suis plus de nulle part parce que j'ai j'ai quand même connu beaucoup de choses dans ma vie au niveau politique. J'ai été, Déçu par j'ai tout le été monde. si je redonne mon parcours politique, mais j'ai fait toutes les couleurs, moi, depuis le début. J'ai été utopiste quand j'avais 16 ans ou 17 ans, et c'était l'époque de mai 68. Utopiste, c'est quoi? Ah oui, donc communiste, gauche, Non, anarchiste. anarchiste. J'étais, pour te dire, j'étais proudhonien à l'époque. J'étais, j'ai fini mai 68 dans des groupes qu'on appelait les Katangais, qui étaient les premières lignes des révoltés de mai 68. Tu vois. Et j'ai donc été, à cause de cela, j'étais en médecine à ce moment-là, et j'ai donc été rayé de l'université de médecine à cause de mes opinions. J'ai fait comme je fais toujours. Je veux plus de moi quelque part, je fais autre chose, je change. J'ai changé d'université, j'ai fait droit ailleurs parce que j'étais interdit sur l'université où j'étais. J'avais eu le bac à 16 ans, même pas 16 ans. Et, euh, et puis ensuite, mes parents étaient des instituteurs de la campagne, donc ancienne SFIO. Et donc,
il y a eu le vent socialiste, dans lequel j'ai mordu pendant un moment, jusqu'à ce que je m'oppose à une époque à la fusion du Parti communiste et du Parti socialiste, et que à ce moment-là, je passe au tribunal du Parti socialiste. Pourquoi tu t'opposais? Parce que je suis pas communiste du tout. Je l'ai jamais été. Et pourtant, j'ai travaillé pendant 30 ans avec eux ensuite, dans un respect mutuel, mais parce que je suis tombé sur une personne extraordinaire. Et c'était mon métier, c'était ma profession, donc ben, tu vis. Hein. Et ça s'est très très bien passé, jusqu'à la fin où ça s'est moins bien passé. Et puis après, ben, j'ai continué. J'ai aussi été candidat sur une liste de droite à Gidor contre le maire communiste. Et on n'a pas gagné le premier coup, mais on a gagné le deuxième. Pourquoi être sur une liste de droite après? Tes convictions ont changé? Alors d'abord parce que on comprend les choses en vieillissant, peut-être plus, et puis que j'ai vu ce qui se passait au niveau des gouvernements de gauche. Et j'ai vu ce mélange de genres, j'ai vu. Alors, on ne parlait pas de wokisme à ce moment-là encore. Du tout, on en était loin. Et quand je vois l'évolution qui a perduré, quand je voyais que Fabius utilisait toutes ses bourses pour les thésards, pour former l'élite socialiste, qui allait prendre les villes et qui allait prendre ensuite les postes de direction, mais c'était la dispersion de l'argent d'État au profit, à son profit quelque part. C'est des choses qui m'ont marqué. Puis je le voyais sur le terrain. Et donc, plus ça va, plus je me suis éloigné. Quand tu t'éloignes, bon, le centre, pour moi, n'a jamais été. Pour moi, le centre, c'est des gens qui n'ont pas d'idée, je veux dire. Ils savent pas où ils sont. Tu, tu sais pas où. Tu peux pas être au centre. Dire je suis au centre, c'est celui qui veut pas s'engager quelque part du tout. Et donc aujourd'hui, eh ben, effectivement, j'ai évolué vers la droite, ce qu'on appelle la droite. Mais c'est même des schémas qu'il faudrait peut-être se sortir de la tête à certains moments, la droite et la gauche. Alors, je vais te poser la question différemment. Est-ce que tu es patriote? Est-ce que tu es Patriote, souverainiste? patriote, je l'ai toujours été. Je suis pas forcément souverainiste. Patriote, oui. Euh, Je suis patriote. Je pensais, je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre la technocratie européenne. Je ne suis pas contre une Europe des nations, je suis pour une Europe des peuples, mais avec chacun sa force nationale. Aujourd'hui, c'est pas ça. On n'est plus là. Je ne suis pas contre une monnaie unique, parce qu'effectivement, il faut être réaliste. Par contre, je suis pour la protection de l'industrie française, de ne pas vendre tous nos attributs à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus rien en France. L'agriculture, qu'est-ce qui a détruit l'agriculture? C'est l'Europe, c'est le marché commun agricole. En donnant de l'argent aux paysans, plutôt que de travailler leurs terres, on leur donnait de l'argent pour avoir des jachères. On marchait sur la tête déjà. d'accord, très bien. Alors, est-ce que je peux te demander de commenter en un ou deux mots si tu as une plutôt bonne ou plutôt mauvaise opinion de certaines personnes? Rapidement, ça te va? Si tu veux, si tu veux. Par exemple, Bruno J'ai pas de Retailleau. souci parce que j'ai pas d'état d'âme. Bruno Retailleau, 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 je dirais plutôt bonne dans le job qu'il fait. d'accord. David Lisnard, David Isnard, pas d'avis. Éric Ciotti, Éric Ciotti, le problème, c'est qu'il a voyagé beaucoup. Alors, il est plutôt séduisant par moment, mais j'aime pas les gens qui changent tout le temps de ligne, tu vois. ok. Euh, Euh, Marion Maréchal, un produit qui me semble trop marginal. Marine Le Pen, Marine Le Pen, si elle n'avait pas le même nom, ça serait mieux.
Éric Zemmour. Éric Zemmour, j'y ai cru à un moment. J'y Saad ai Nafou. cru, j'y ai cru jusqu'au jour où je me suis demandé si c'était même pas une fabrication toute simple pour faire en sorte de continuer de la part de certains. Saad Nafou. Sarah Knafo, plutôt très bien pour moi. Une très bonne expression. C'est construit, ça tient la route. Il n'y a jamais de vulgarité, il n'y a jamais de. Plutôt bien. Nicolas Dupont-Aignan. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, pour moi, trop has-been. Florian Il Philippot. n'y a pas assez d'aura. Pas assez d'aura, c'était mieux pour. C'est pas un grand leader, ça ne sera jamais un leader, c'est trop tard. D'accord. Philippot. Philippot, non, non, non. Philippot, c'est pas ma tasse de thé. Euh, c'est un personnage qui essaye d'exister, qui a beaucoup de mal et qui percera jamais. Et enfin, C'est pareil, il n'y a pas d'aura, tu vois. d'accord. Asselineau. François Asselineau. Asselineau, Asselineau a de très bonnes idées, très très bonnes idées, mais il a aucune aura. Donc, même si les idées sont très bonnes, elles sont pas bien portées. Et, et maintenant, il commence à avoir une image d'un mec qui a tout raté, quoi. Donc, tu peux pas en faire un leader. Quand tu as perdu une fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis c'est pas perdu, c'est des 0,5%. Hein. Il y a quel avenir? Il faut des gens neufs. Tu vois, c'est pour ça que quand je dis Sarah Knafo, pour moi, ça, c'est des gens neufs qui ont de l'image, qui savent le cultiver, qui. Je vois un mec comme Tanguy, Tanguy dans le député de la Somme, ben, Jean-Philippe tu Tanguy. l'entends Ouais. t'exprimer, si t'aimes mieux, c'est autre chose, quoi. Ça, c'est des gens qui ont une crédibilité. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Bardella. Qu'est-ce que tu penses de lui? Bardella, il pourrait faire, mais c'est un mec qu'on cantonne dans l'ombre de toute façon. Il n'est que dans l'ombre, Pour car raison. il ne peut exister que par l'absence de l'autre. Oui, mais ça va changer. Quand Ok, très bien. il y a que les tribunaux qui diront si ça change. Bon, alors, on va dire le dernier, le big boss, Macron. Qu'est-ce que tu penses de lui? À mon avis, tout le monde pourrait être d'accord. De l'air, de l'air, de l'air, avec la mère fraîche de la présidente de la CFE aussi. Pareil, tu mets dans les mêmes corbeilles tout cela. Super, très bien. Alors, est-ce que tu as Voilà. un dernier mot, un message à faire passer à nos amis auditeurs? Ben non, votez pour nous aux prochaines élections en Thaïlande. On est une équipe de gens prêts à défendre vraiment les Français qui vivent en Thaïlande au mieux. Très Et il bien. n'y a pas forcément, aujourd'hui, je pense que le temps des partis, si c'était mieux pour moi, le temps des partis est quelque chose de révolu. Le temps, il est aujourd'hui à des mouvements citoyens et tu le vois, tu commences à avoir des sénateurs, des Français de l'étranger qui sont des indépendants. Ils sont plus enfermés dans un parti. Tout à fait. La SFE, ils sont indépendants. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de parole, qu'ils n'ont pas de, qu'ils ont, pas du tout. Ils font et ils font du boulot. Ok, ils sont pas dans les chapelles. Alors, plutôt bonne Vraiment, opinion de la SFE. plutôt bonne aujourd'hui. Ouais, je suis plutôt d'accord. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jean-Michel. Ça fait très plaisir de te rencontrer virtuellement et j'espère bientôt en personne, un café, une bière, très vite. Eh ben, le jour où tes déplacements t'amènent à tel endroit, et que j'y suis aussi, tu vois, dans 10 jours, le 10, je serai à Pattaya parce qu'on ouvre de nouveaux bureaux. Euh,
J'y descends le 9, je reviens le 11, le 13, je suis à Konken. Enfin, je suis tout le temps. Tous les 4 mois, je suis dans toutes les antennes où nous sommes pour rencontrer les gens. Il n'y a rien de tel que la relation directe pour savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent. Bah, en tout cas, on sent que tu as beaucoup d'énergie à donner. Merci beaucoup. À très Merci vite. à toi. Allez, au revoir Bye Marc. bye. Bye.